Un chien militaire retraité est resté en arrière pour garder une cabane isolée, tandis que son propriétaire, un Navy SEAL, était absent essayant de survivre à une autre difficile période de vie. Quand des hommes cruels sont venus le chercher, ils n'ont rien volé. Ils ont choisi quelque chose de pire. Ils ont pendu le chien à un arbre et l'ont battu, non pour tuer, mais pour envoyer un message. Mais la vraie tragédie n'était pas ce qu'ils ont fait au chien, c'était ce que leur cruauté a réveillé chez un homme qui avait essayé d'enterrer son passé. Un fantôme qu'il n'aurait jamais dû déranger. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire touche votre cœur, veuillez vous abonner pour plus d'histoires de loyauté, de foi et de courage. L'automne s'est installé sur les montagnes comme un souffle retenu. Brume dérivant bas entre les pins sombres, l'air assez frais pour piquer les poumons, le genre de calme qui faisait que chaque son semblait délibéré. Michael Carter avait choisi cet endroit parce qu'il était vide, ou du moins il le pensait. La cabane était seule sur 20 acres rudes au bord de Pine Hollow, une poche oubliée de l'Oregon, où la route s'amincissait en gravier et puis est simplement abandonnée. Les bûches étaient assombries par les intempéries, le toit rapiécé de manière inégale, le porche s'affaissant juste assez pour lui rappeler que rien ici n'était permanent. Michael aimait ça comme ça. La permanence était un mensonge qu'il avait appris à ne pas croire. Il avait 40 ans, large d'épaules, bâti mince plutôt que volumineux, le genre de force façonnée par des années d'utilisation au lieu de miroir. Ses cheveux, autrefois brun foncé, avaient commencé à pâlir avec du gris aux tempes, toujours coupé court par habitude. Une barbe taillée bordait une mâchoire nette qui s'adoucissait rarement, et ses yeux, bleu acier et perpétuellement alertes, appartenaient à un homme qui avait appris que l'immobilité pouvait être plus bruyante que la violence. Les gens en ville disaient qu'il paraissait plus vieux que son âge. Michael savait que ce n'était pas le temps qu'il avait vieilli, c'était la mémoire. Rex gisait près des marches du porche, moitié au soleil, moitié dans l'ombre. Le berger allemand était grand, même selon les standards de la race, son pelage d'un noir et feu profond, légèrement cicatrisé le long du flanc, et une oreille entaillée d'un passé qui reflétait le propre de Michael. À près de 10 ans, Rex se déplaçait plus lentement qu'il ne l'avait fait autrefois, sa patte arrière raide les matins froids, mais ses yeux restaient vifs et intelligents. Ce n'était pas un chien qui chassait des écureuils ou aboyait aux oiseaux qui passaient. C'était un chien qui regardait, qui écoutait, qui attendait. Ils avaient été une équipe une fois, bien avant Pine Hollow, bien avant le silence. Quand l'uniforme s'est enlevé, Rex était venu avec lui, puis, non comme un animal de compagnie, mais comme une promesse qu'aucun d'eux n'avait brisée. Michael passait ses matins à travailler de ses mains, fendre du bois de chauffage, réparer des poteaux de clôture récupérés d'une propriété voisine, réparer ce que le temps avait desserré. L'argent était toujours serré. Il prenait des petits boulots quand il le pouvait, transportant du bois, défrichant des terres, réparant des hangars pour des agriculteurs qui ne posaient pas de questions et payaient en espèces. C'était assez pour survivre, jamais assez pour se sentir en sécurité. La sécurité était un luxe qu'il ne budgétisait plus. Ce matin-là, alors que le brouillard se levait, un camion a ralenti sur la route de gravier. Michael s'est redressé, se plaçant instinctivement entre la cabane et le son. Rex s'est levé sans commandement, se tenant aux genoux de Michael, sa posture calme mais indubitablement alerte. Le camion s'est arrêté. Un homme est sorti, bien habillé pour un endroit comme celui-ci. Derek Hale était au début de la cinquantaine, grand, rasé de près, ses cheveux striés d'argent soigneusement peignés, ses bottes polies malgré la boue. Il portait la confiance comme certains hommes portaient le parfum, lourd et intentionnel. Son sourire était entraîné, assez chaleureux pour désarmer, mais n'atteignant jamais ses yeux. « Michael Carter », a dit Derek comme s'il goûtait le nom. « Je suis Derek Hale. Je représente des investisseurs intéressés par cette région. » Michael n'a pas offert sa main, pas intéressé.
Derek a jeté un coup d'œil à la cabane, puis à Rex, s'attardant une fraction de trop longtemps. « Tout a un prix », a-t-il dit légèrement. « Le progrès arrive que les gens le veuillent ou non. » L'expression de Michael n'a pas changé. Pas ici. Le sourire s'est aminci, s'est aiguisé. Derek a hoché la tête une fois comme s'il reconnaissait un inconvénient mineur. « Pensez-y », a-t-il dit, remontant dans son camion. Les gens qui ne s'adaptent pas ont tendance à être laissés pour compte. Le camion est parti, la poussière s'enroulant sur son passage. Rex a regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse, puis s'est assis, les oreilles toujours dressées. 2 jours plus tard, l'appel pour le travail est venu. Un contrat de transport temporaire à 3 heures de distance, juste assez de salaire pour couvrir les fournitures pour l'hiver. Michael a hésité. Il détestait laisser Rex seul pendant plus d'1 jour. Mais les chiffres ne pliaient pas pour le sentiment. Avant l'aube, il a préparé son équipement, rempli la gamelle de Rex et s'est agenouillé devant lui. « Juste quelques nuits », a murmuré Michael, posant son front contre celui de Rex, comme toujours. Rex a pressé sa tête contre la poitrine de Michael, stable et silencieux. Au moment où Michael s'éloignait en voiture, le brouillard était revenu, plus épais qu'avant. Rex s'est tenu au bord du porche, regardant la route longtemps après que le camion ait disparu. Ce soir-là, la forêt a changé. Les oiseaux sont devenus silencieux. Le vent a changé de direction, portant un son qui n'appartenait pas. Moteur distant mais approchant. Rex s'est levé, muscles se tendant, son corps s'inclinant vers la lisière des arbres. D'entre les pins, des formes ont commencé à bouger. Pas des animaux, des hommes. Leur rire a traversé la brume, bas et insouciant, comme s'ils avaient déjà décidé comment cette nuit se terminerait. Rex a fait un pas en avant, se plaçant carrément entre la cabane et l'obscurité. Son grognement a roulé profond et contrôlé. Pas la peur, pas la fureur, l'avertissement. Et quelque part au-delà du brouillard, une branche a craqué sous un poids inconnu. La nuit s'est installée pleinement sur Pine Hollow, épaisse et humide. Le brouillard s'accumulant entre les arbres comme quelque chose de vivant. La cabane se tenait sombre et calme, ses fenêtres non éclairées, son porche vide sauf pour Rex. Il est resté où Michael s'était tenu la dernière fois, le corps incliné vers la route, les oreilles dressées, l'air frais remplissant ses poumons avec la sensation de peine, de terre humide et de quelque chose de faux. Rex n'avait pas peur. La peur était une émotion dont il avait été déshabitué il y a longtemps. Ce qui s'agitait en lui maintenant était la reconnaissance. La forêt avait changé de voix. Les petits animaux étaient devenus silencieux, et le vent portait l'odeur âcre d'huile et de métal. Il a avancé de quelques pas, s'est arrêté prudent sur la terre humide, se positionnant carrément entre la cabane et la lisière des arbres. Sa posture était calme mais indubitable. Cet endroit était revendiqué, gardé, non abandonné. Le premier homme a émergé du brouillard avec une lenteur délibérée. Il était jeune au début de la vingtaine au plus, large d'épaules mais lâche dans ses mouvements, la confiance insouciante de quelqu'un qui n'avait jamais payé cher pour une erreur. Ses cheveux étaient coupés courts, sa mâchoire lisse, ses yeux brillants d'une cruauté agitée qui prenait l'imprudence pour de la force. 2 autres ont suivi, plus âgés, plus durs autour des yeux, leur visage à moitié caché sous des vestes à capuche. Ce n'étaient pas des locaux sortis pour une excitation ivre. Ils se sont déplacés avec un but, scannant la cabane, la cour, les arbres environnants. « Eh bien, regardez ça », a dit le plus jeune doucement, apercevant Rex. Le chien est à la maison. Le grognement de Rex est monté du fond de sa poitrine, contrôlé et régulier, un avertissement qui n'avait pas besoin de traduction. Il a fait un pas en avant et s'est arrêté, tenant de la ligne. Il n'a pas aboyé. Il n'a pas chargé. Il a attendu. L'un des hommes plus âgés, grand et au visage étroit avec une barbe grisonnante et des yeux froids et calculateurs, a levé une main. Doucement, a-t-il murmuré,
non à Rex, mais aux autres. Sa voix était calme, entraînée. C'était un homme qui donnait des ordres et s'attendait à ce qu'il soit obéi. Ce n'est pas un animal de compagnie. Le troisième homme, plus trapu, avec une cicatrice traversant son sourcil gauche, a reniflé. « Ça n'a pas d'importance », le patron a dit. « Rendez cela clair. » Ils se sont étalés lentement, leurs bottes s'enfonçant dans la terre molle. Rex les a suivis de ses yeux, les muscles se tendant sous son pelage. Il a bondi seulement quand le plus jeune s'est approché trop près, ses dents claquant en l'air à quelques centimètres de la main de l'homme. L'avertissement était précis, mesuré. La réponse a été rapide et brutale. Une boucle de corde a volé de côté, attrapant Rex autour du cou et de l'épaule avant qu'il ne puisse tourner. Il s'est tordu fort, des années d'entraînement montant par instinct, mais il y avait trop de mains, trop de poids. Il a combattu silencieusement, refusant de glapir, refusant de supplier, ses pattes déchirant la terre tandis qu'il le traînait en arrière vers les arbres. « Tenez-le » a sifflé le plus jeune homme, l'adrénaline faisant craquer sa voix. Ils ont traîné Rex vers un pain bas, aux membres épais, juste au-delà de la clairière. L'homme barbu a travaillé la corde avec des mouvements rapides et efficaces, la nouant assez haut pour soulever l'avant de Rex, les pattes du sol, assez bas pour le laisser lutter, suspendu et impuissant. C'était calculé, cruel par conception. La respiration de Rex est devenue rapide maintenant, son corps se forçant, ses muscles brûlants. Pourtant, il n'a pas crié. Ses yeux sont restés fixés sur la cabane, sur l'entrée sombre où Michael aurait dû être. Le premier coup a atterri contre ses côtes, un coup de pied lourd qui a chassé l'air de ses poumons. Un autre a suivi, puis un autre, bottes et poings frappant avec un rythme laid. Le plus jeune homme a ri une fois, aigu et nerveux, avant que l'homme barbu ne lui lance un regard qui l'a fait taire instantanément. « Assez de bruit », a dit l'homme plus âgé. « Ce n'est pas à propos de toi. » Ils n'ont pas tué Rex, ils savaient exactement jusqu'où aller. Le sang a collé sa fourrure le long de l'épaule et du flanc, et un œil a presque gonflé, mais quand son corps s'est affaissé, ils se sont arrêtés. L'homme cicatrisé a essuyé ses mains sur son jean, respirant fort. « Ça suffira », a-t-il marmonné. « Il vivra. » L'homme barbu a reculé, étudiant leur travail. Il a sorti un petit couteau de sa poche et s'est tourné vers l'arbre. Avec des coups lents et délibérés, il a sculpté dans l'écorce, leçon dure et finale dans la forêt calme. Quand il a eu fini, le message se distinguait pâle contre le tronc sombre, grossier et indubitable. Il s'est approché de Rex, baissant sa voix. « Ton propriétaire aurait dû écouter », a-t-il dit comme si Rex pouvait porter les mots. « Maintenant, il comprendra. » Ils sont partis sans un autre coup d'œil, leurs pas s'estompant dans le brouillard, des moteurs démarrant quelque part au-delà des arbres. Le silence est revenu en force, lourd et absolu. Rex pendait là seul. Le temps a passé étrangement après cela. Les minutes s'étiraient, le froid s'infiltrant dans ses os. La douleur pulsait à travers lui par vagues lentes, mais pire que la douleur était l'attente. Il écoutait le camion de Michael, le bruit des bottes sur le gravier, l'odeur familière de l'homme qui était censé être là. Rien n'est venu. Quelque part près de l'aube, le brouillard a commencé à se lever, révélant le bord pâle du matin. La respiration de Rex était superficielle maintenant. Chaque souffle un effort prudent. Son corps tremblait, mais ses yeux restaient ouverts, fixés sur la cabane comme s'il la voulait se réveiller, lui répondre. À des kilomètres de distance, Michael Carter a terminé son travail et a commencé le long trajet de retour à la maison, ignorant que le calme auquel il faisait confiance avait été brisé et que l'avertissement l'attendant était écrit non en mots, mais en sang et en cordes et en silence. Michael Carter a éteint Pine Hollow juste après le lever du soleil. Le ciel s'est lavé pâle et mince, comme si la nuit l'avait vidé de toute chaleur. La route semblait plus longue qu'elle ne l'avait jamais été. Chaque kilomètre s'étirant sous ses pneus avec une pression qu'il ne pouvait expliquer. Il s'est dit que c'était de l'épuisement. Cette douleur serrée derrière ses yeux
qui venait d'après trop peu de sommeil et trop de silence. Pourtant, ses mains sont restées fermes sur le volant, les jointures pâles, les instincts bourdonnant comme un fil trop tendu. La cabane est apparue à travers les arbres, inchangée au premier coup d'œil. Le poche était vide. Pas de mouvement, pas de son. Michael a ralenti, un malaise s'installant bas dans sa poitrine. Rex aurait dû être là. Toujours l'était. Assis près des marches, la tête levée, les yeux suivant son camion longtemps avant qu'il n'apparaisse complètement. Michael a coupé le moteur et a écouté. Rien. Il est sorti, ses bottes crissant doucement sur le gravier. Rex, a-t-il appelé, sa voix portant dans la clairière. Cela sonnait faux dans le calme, trop fort, trop seul. Il a attendu le battement familier de coussinet, le souffle bas. Au lieu de cela, un faible craquement métallique a dérivé des bois derrière la cabane. Michael a suivi le son sans réfléchir, chaque sens s'aiguisant comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Il a vu le sol perturbé en premier, la terre éraflée, les brindilles cassées, puis il a vu la corde. Pendant un instant, son esprit a refusé de comprendre ce que ses yeux lui disaient. Rex pendait d'une branche basse de pin, son corps mou, sa fourrure assombrie et raide de sang. Un œil était gonflé et fermé, sa poitrine se levant par mouvements superficiels et irréguliers. La corde coupait cruellement son épaule, le maintenant dans une position destinée non pas à tuer, mais à blesser. Le souffle de Michael l'a quitté dans un son qui était presque un sanglot. Il a bougé vite alors, plus vite que son corps n'avait le droit. Son couteau était dans sa main sans souvenir de l'avoir tiré. La corde est tombée et Rex s'est effondré dans les bras de Michael, lourd et mou. Michael s'est agenouillé, berçant le chien contre sa poitrine, pressant son visage dans la fourrure emmêlée de Rex. « Je t'ai », a-t-il murmuré, les mots se brisant en le quittant. « Je suis là, je t'ai ». Rex a fait un faible son, à peine plus qu'un souffle, mais sa queue a frémi une fois, faiblement. C'était assez pour briser toute retenue que Michael avait laissée. Ses mains tremblaient tandis qu'il vérifiait les côtes de Rex, sa tête, les dommages faits avec un soin délibéré. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas une cruauté née de la stupidité. C'était un message. Michael l'a vu quand il a levé les yeux. La sculpture dans le tronc d'arbre, grossière et fraîche, le bois pâle se détachant contre l'écorce sombre. Il n'a pas eu besoin de le lire 2 fois. Le sens s'est enfoncé comme une lame. Ils n'avaient pas touché la cabane. Ils n'avaient rien volé. Ils étaient venus pour Rex parce que Rex importait. Michael a soulevé son chien à nouveau, les muscles brûlants tandis qu'il le portait au camion. Rex pesait près de 100 livres, mais Michael ne l'a pas senti. Pas vraiment. Il l'a posé doucement sur la banquette arrière, le couvrant de sa veste, ses mains se déplaçant avec une précision prudente. Il a démarré le moteur et s'est engagé sur la route, le gravier giclant derrière lui. Il n'a pas conduit vers la petite clinique de Pine Hollow. Il ne lui faisait pas confiance. Au lieu de cela, il a conduit fort pendant près d'1 heure. Le camion poussant au-delà de ses limites jusqu'à ce qu'il atteigne un bâtiment modeste en retrait de la route, avec un panneau fané qui lisait Service Vétérinaire Ward. Helen Ward a levé les yeux de son bureau alors que la porte s'ouvrait d'un coup de vent. Elle était à la fin de la cinquantaine, grande et droite, ses cheveux gris tirés en un chignon pratique à la nuque. Son visage était ridé, mais non adouci par l'âge. Ses yeux étaient vifs, observateurs, du genre qui ne ratait rien. Des années plus tôt, elle avait travaillé avec des chiens militaires à l'étranger, un chapitre de sa vie dont elle parlait rarement, mais qu'elle n'oubliait jamais. « Qu'est-il arrivé ?» a-t-elle demandé, se déplaçant déjà. Michael n'a pas gaspillé de mots. Ils ont fait cela exprès. Un regard à Rex et l'expression d'Ellen s'est durcie. Sur la table maintenant. Elle a travaillé avec une efficacité calme, les mains fermes, la voix coupée mais contrôlée tandis qu'elle évaluait les blessures. Côte guade échymose sévère, traumatisme crânien, perte de sang.
Elle bougeait comme si le temps lui-même était quelque chose qu'elle pouvait soumettre. Michael s'est tenu en arrière seulement parce qu'elle lui avait ordonné, ses bras croisés serrés sur sa poitrine, la mâchoire serrée assez fort pour faire mal. « Il est vivant », a-t-elle dit finalement, ne regardant pas Michael. Mais c'est grave. Quiconque a fait cela savait exactement jusqu'où aller. Elle a rencontré les yeux de Michael alors, les a vraiment rencontrés, et ce qu'elle y a vu l'a fait faire une pause. Ce n'était pas un avertissement au chien, a-t-elle dit doucement. C'était destiné à toi. Michael a hoché la tête une fois. Son visage était devenu immobile, comme il l'était avant l'émission. Le chagrin était là, brut et profond, mais en dessous, quelque chose de plus froid prenait forme. Les heures ont passé dans un flou. Helen a stabilisé Rex, nettoyé ses plaies, arrangé ce qu'elle pouvait. Quand elle a finalement reculé, la fatigue tirant sur ses épaules, elle a parlé sans douceur. Les 12 prochaines heures comptent le plus. Il a besoin de repos et tu dois réfléchir attentivement à ce qui vient ensuite. Michael s'est assis à côté de la table de Rex, une main posée légèrement contre le flanc du chien, sentant le léger va-et-vient de sa respiration. Des souvenirs se sont pressés sans invitation, poussière et chaleur, commandements criés, le son des coupes de feu. Il était venu à Pine Hollow pour enterrer ces choses, pour vivre petit, pour disparaître. Il l'avait trouvé quand même. Quand Helen est revenue, elle lui a tendu un petit sac en plastique. À l'intérieur se trouvait une écaille de peinture foncée, ébréchée et au bord tranchant. « J'ai trouvé ceci incrusté dans son épaule », a-t-elle dit. Outil métallique, peinture industrielle, pas un accident. Michael a refermé ses doigts autour du sac. Évidence, preuve, non seulement la colère, mais la direction. Il est resté avec Rex jusqu'au soir, puis est sorti dans l'air rafraîchissant. Le soleil a plongé bas, tachant le ciel de rouge et d'or. Michael s'est appuyé contre le mur, les yeux fermés, respirant à travers la tension dans sa poitrine. Il savait avec une clarté absolue que l'homme qui avait quitté la cabane en voiture quelques jours plus tôt n'existait plus. Quelque part derrière lui, Rex a remué et a laissé échapper un faible reniflement familier. Michael a ouvert les yeux. « Repose-toi », a-t-il dit doucement, bien qu'il ne sût pas si Rex pouvait l'entendre. « Je prends le relais à partir d'ici. » Et pour la première fois depuis qu'il était arrivé à Pine Hollow, Michael Carter a arrêté de courir. Michael n'est pas rentré chez lui après avoir laissé Rex avec Helen Ward pour la nuit. Il est resté assis dans son camion devant la clinique jusqu'à ce que les lumières s'éteignent et que la ville s'installe dans son silence du soir, le genre qui faisait que chaque phare qui passait semblait être une question. Le froid s'est infiltré par les interstices de la porte, mais il l'a accueilli. Le froid gardait ses pensées vives. Le froid lui rappelait de respirer. Au matin, il avait un plan qui n'était pas tant un plan qu'une discipline. Observer, écouter, vérifier. Il a rasé sa barbe de près, comme il le faisait avant l'émission, non pour l'apparence, mais pour la clarté. Ses yeux semblaient plus âgés dans le miroir, plus stables. Il a pris un petit déjeuner simple et est retourné vers Pine Hollow sans s'arrêter, scannant la route pour tout ce qui était déplacé. La cabane attendait dans sa clairière, calme à nouveau comme si rien ne s'était passé. Michael a marché le périmètre lentement, lisant le sol. Traces de pneus coupés et recoupés, bottes avec un talon lourd. 3 jeux. Il a photographié ce qui importait, attentif à ne laisser aucun signe qu'il avait remarqué. La sculpture sur le pain le regardait toujours en retour. Michael ne l'a pas touché. Il n'avait pas besoin. Des messages comme ça étaient destinés à persister. Il a conduit ensuite au magasin général, un bâtiment bas en planches de clin qui sentait le café et la poussière et le vieux bois. À l'intérieur, les étagères étaient minces et la caisse enregistreuse tintait avec une cloche fatiguée. Le propriétaire, un homme aux épaules rondes dans la soixantaine avec des yeux gentils et une calotte amincie de cheveux gris, et hoché la tête poliment,
et est retourné à compter la monnaie. Michael a acheté du café, a écouté la pièce. Des noms ont fait surface à demi-voix. Pression de la compagnie de Derek Hale. Offres de terrain qui sont arrivées amicales et sont parties aigres. Une famille sur la crête qui avait vendu à bas prix après que des fenêtres aient été cassées. Personne n'a dit le mot menace, mais il planait tout de même. Dehors, une voiture de patrouille est passée ce soir. Michael l'a suivie à distance jusqu'à ce qu'elle se gare à côté du bureau du shérif, un modeste bâtiment en briques avec un drapeau qui avait connu des jours meilleurs. Il a attendu 10 minutes, puis est entré. La shérif Clara Hayes a levé les yeux de son bureau et l'a examiné sans expression. Elle était au début de la cinquantaine, grande et droite, avec des cheveux auburn coupés à ses épaules et striés d'argent qui attrapaient la lumière. Son visage était anguleux, légèrement tacheté de rousseur sur l'arête de son nez, et ses yeux étaient d'un noisette calme qui suggérait une patience gagnée, non donnée. Elle portait son uniforme proprement, pas d'excès, pas de bijoux sauf une montre simple. Les gens comme Clara Hayes n'élevaient pas la voix. Ils vous faisaient écouter en restant immobile. Michael Carter, a-t-elle dit, pas une question. Vous avez acheté la cabane près de la crête sud. Michael a hoché la tête. J'ai fait. Elle a fait un geste vers la chaise en face de son bureau. Asseyez-vous. Il s'est assis. Elle l'a étudié en silence assez longtemps pour être mal à l'aise, puis s'est penchée en arrière. J'ai entendu parler de votre chien, a-t-elle dit calmement. La nouvelle se répand vite quand les gens ont peur. Michael a gardé ses mains jointes. Je ne suis pas venu pour créer des problèmes. Non, a dit Clara. Vous êtes venu parce que le problème est venu à vous. Elle a écouté tandis qu'il parlait, n'interrompant pas tandis qu'il décrivait ce qu'il avait trouvé, ce que Helen avait dit, ce que les marques au sol suggéraient. Quand il a fini, il a glissé son téléphone sur le bureau avec des photographies en file d'attente. Clara les a regardées, sa mâchoire se serrant presque imperceptiblement. Derek Hale, a-t-elle dit après un instant. Il nie tout, toujours. Il sourit, engage des avocats et laisse le temps faire le reste. A-t-il été violent avant? A demandé Michael. Pas directement, a répondu Clara. C'est le problème. Il n'a pas besoin de l'être. Il s'appuie sur des gens qui s'appuient sur d'autres. Les mains de tout le monde ont l'air propres au moment où cela lui revient. Michael a hoché la tête. Mon chien n'était pas un collatéral. Non, a dit Clara doucement, il était un levier. Ils se sont assis avec cela pendant un battement. Dehors, le drapeau a claqué une fois dans la brise. Je ne peux pas agir sur suspicion, a continué Clara. J'ai besoin de preuves qui tiennent la route quand les lumières s'allument. Michael a rencontré son regard. Alors, je vous aiderai à l'obtenir. Elle l'a étudié à nouveau, plus longtemps cette fois, comme si elle mesurait le poids. Vous comprenez ce que vous offrez, a-t-elle dit. Une fois que vous entrez là-dedans, il n'y a pas de faire semblant que vous n'avez pas vu. J'ai arrêté de faire semblant hier, a répondu Michael. La bouche de Clara a tressailli, pas tout à fait un sourire. D'accord, a-t-elle dit. Voici comment cela fonctionne. Vous ne jouez pas au héros. Vous ne confrontez personne. Vous regardez et vous documentez. Vous me l'apportez discrètement. Michael s'est levé. C'est ma préférence. En fin d'après-midi, il était de retour à la clinique d'Helen Ward. Rex gisait sur un tapis rembourré dans le coin, bandé et somnolent, sa respiration plus régulière. Son pelage avait été nettoyé, les plaies pansées. Il a levé la tête quand Michael est entré, les yeux cherchant jusqu'à ce qu'il le trouve. La queue a bougé une fois faiblement. « Doucement », a dit Helen croisant les bras. « Il est têtu. Vous l'avez bien entraîné. » Michael s'est accroupi à côté de Rex, posant une main contre son cou. « Je le ramène à la maison, a-t-il dit. Je me débrouillerai. » Helen l'a regardé un long moment, puis a hoché la tête. « J'ai pensé que vous le ramèneriez dans 2 jours. » Et Michael, elle a fait une pause. « Soyez prudents. Les gens qui blessent les animaux ne s'arrêtent pas parce qu'on leur demande. » Le trajet de retour était lent.
Michael a évité la route principale et s'est garé bien avant la cabane, portant Rex le dernier tronçon dans ses bras. L'effort lui a coûté, mais il ne l'a pas montré. À l'intérieur, il a couché Rex sur une épaisse couverture près de l'âtre. Le chien a essayé de se lever, puis s'est installé avec un reniflement frustré. « Reste, » a dit Michael doucement. « Tu as fait assez. » Tandis que le crépuscule s'installait, Michael s'est déplacé dans la cabane, vérifiant les portes, les fenêtres, les lignes de vue. Il a mis en place de simples alarmes, rien de voyant. Dehors, la forêt respirait. Il a senti des yeux sur l'endroit à nouveau, imaginé ou non, et a accepté la sensation sans sourciller. Près de l'obscurité totale, des phares ont ralenti sur la route. Un camion a tourné au ralenti plus longtemps qu'il n'aurait dû, puis a continué. Michael n'a pas bougé. Rex a levé la tête et a regardé la porte, le corps tendu mais contrôlé. Michael s'est agenouillé à côté de lui, la main ferme sur son flanc. « Pas ce soir, a-t-il murmuré. « Ce soir, nous regardons. » Et quelque part au-delà des arbres, la patience s'est transformée en autre chose. Le matin est arrivé tranquillement, du genre qui semblait mériter. La lumière du soleil filtrait à travers les pins en ruban pâle, réchauffant le toit de la cabane et touchant la clairière comme si elle demandait permission. Michael Carter s'est réveillé avant l'aube par habitude. Mais pour la première fois depuis des jours, sa poitrine ne semblait pas être une porte verrouillée. Il s'est déplacé avec précaution pour ne pas déranger Rex, qui gisait sur une épaisse couette près de l'âtre. La respiration du berger allemand était plus régulière maintenant, son épaule bandée montant et descendant dans un rythme lent et déterminé. Un œil s'est ouvert quand Michael est sombre et alerte, et la queue a donné un seul faible battement. C'était assez. Michael a préparé du café et s'est assis à la petite table près de la fenêtre, regardant la forêt revenir à elle-même. Il avait appris il y a longtemps que la violence faisait du bruit, mais la résolution rarement. Le travail maintenant était plus silencieux, plus dangereux peut-être, mais plus propre. Il a vérifié les simples alarmes qu'il avait réglées la nuit précédente. Rien n'a déclenché. Il est sorti et a fait le tour de la cabane, notant des marques de pneus qui se terminaient là où le gravier rencontrait la route du comté. Les guetteurs étaient venus et repartis. Il le faisait toujours. En milieu de matinée, il était de retour en ville, se garant là où il pouvait voir à la fois la rue et le bureau du shérif. La shérif Clara Hayes l'a rencontré dans le couloir, ses cheveux auburn rentrés sous son chapeau, l'uniforme impeccable, la posture détendue mais attentive. Elle n'a pas perdu de temps. « Nous avons quelque chose », a-t-elle dit. « Entrez. » Dans son bureau, Clara a étalé les pièces comme un joueur de cartes patient. Une facture d'expédition signalée par un adjoint qui avait écouté comme Michael l'avait suggéré. Une plainte d'entrepreneur déposée discrètement après un incident de bris de vitre qui a finalement dépassé les bornes. Une série d'offres de terrain remontant à des sociétés écrans avec la même adresse postale. Ce n'était pas dramatique, c'était mieux que dramatique. C'était assez ennuyeux pour tenir le coup en plein jour. Et ceci, a dit Clara, glissant un dossier sur le bureau. Vos photographies, les traces de pneus correspondant à un camion loué enregistré à l'un des sous-traitants de Hale. Il dit qu'il ne les connaît pas. Les papiers disent le contraire. Michael a hoché la tête. Il ne cédera pas sur cela seul. Non, a convenu Clara, mais il le fera quand ce sera associé à un témoignage. Elle l'a regardé alors, vraiment regardé. Il y a une femme sur Ridgeway, a-t-elle continué. Sarah Donnelly, début soixantaine, grande, cheveux blancs, épars portés en tresse dans son dos, peau comme du papier qui a vu trop de soleil. Elle garde des chèvres et s'occupe de ses propres affaires. Les gens de Hale se sont appuyés durement sur elle. Elle ne voulait pas parler. Elle le fait maintenant. Ils ont conduit ensemble, la voiture de patrouille bourdonnant le long de la route étroite. Sarah Donnelly se tenait sur son porche quand ils sont arrivés, droite et inébranlable. Ses yeux étaient bleu pâle, vifs malgré les lignes qui traçaient son visage. Elle a serré la main de Clara, puis celle de Michael, sa prise ferme.
Je n'aime pas les brutes, a-t-elle dit simplement. Je les déteste plus quand ils blessent les animaux. À l'intérieur, Sarah a raconté son histoire sans embellissement. L'offre, le refus, la porte cassée, les hommes qui souriaient trop et laissaient des traces de pneus trop nettes pour être accidentelles. Elle parlait comme si elle racontait le temps, stable et exact. Quand elle a fini, Clara a fermé le carnet et a hoché la tête. Cela aidera, a-t-elle dit. Merci. Le reste a avancé rapidement après cela, bien que cela ne semblait pas rapide pendant que cela se passait. Les papiers ont voyagé. Les téléphones ont sonné. Un juge qui avait grandi à Pine Hollow a lu l'affidavit 2 fois et a posé une question prudente. En soirée, la shérif Hayes avait des mandats en main, non seulement pour les hommes qui avaient fait le penchant, mais pour l'homme qui les avait payés pour croire qu'il le pouvait. Michael n'est pas allé avec eux quand ils ont servi les mandats. Il n'avait pas besoin. Il est retourné à la cabane en voiture, les fenêtres baissées, l'odeur de pain et de soleil remplissant le camion. Rex a levé la tête au son du gravier, a essayé de se lever et a échoué avec un doux reniflement de frustration. « Doucement », a dit Michael, s'agenouillant. « Tu ne manques rien. » Depuis la crête ce soir-là, des lumières ont éclaté et se sont éteintes. Les sirènes étaient brèves, intentionnelles. La forêt a pris le son et l'a avalé. Quand le téléphone de Michael a vibré, c'était Clara. « Nous l'avons », a-t-elle dit, « et les autres. Cela prendra du temps, mais la pression est relâchée pour l'instant. »« Merci », a répondu Michael. « Prenez soin de votre partenaire », a dit Clara et a raccroché. Les jours qui ont suivi n'étaient pas miraculeux. La récupération de Rex était lente, mesurée en pouces et en heures. Helen Ward est passée 2 fois, grande et stable, ses cheveux gris tirés en arrière, les mains douces mais décisives, tandis qu'elle vérifiait des pansements. « Il est coriace », a-t-elle dit, ne souriant pas. « Mais vous le saviez. » Michael lui a payé ce qu'il pouvait et a promis le reste. Aileen l'a écarté d'un geste. « Vous réglerez », a-t-elle dit, « d'une manière ou d'une autre. » La nouvelle s'est répandue comme elle le fait toujours dans les petits endroits, par des tasses de café et des hochements de tête. Les gens sont passés devant la cabane un peu plus lentement, non pour regarder, mais pour reconnaître. Un homme que Michael avait aidé avec une clôture a déposé une boîte de clous et n'a pas voulu prendre d'argent. Sarah Donnelly a envoyé un panier d'œufs avec une note écrite d'une main soignée. Pour les matins calmes. Des semaines ont passé, les feuilles ont tourné et sont tombées. Rex a réappris la cour, d'abord en laisse courte, puis libre, son allure inégale mais déterminée. Un après-midi, il a trotté devant, s'est arrêté et s'est retourné pour regarder Michael comme pour demander permission. Michael a hoché la tête. Rex a continué, puis est revenu content. C'était la même vieille danse, inchangée par la douleur. Par un matin clair, Michael s'est tenu sur le porche avec une tasse réchauffant ses mains. Rex gisait à ses pieds, les yeux mi-clos, s'imprégnant du soleil. La cabane a craqué comme le fait le vieux bois, une plainte familière. Au-delà des arbres, la route était vide. Michael a pensé à l'homme qu'il avait été quand il est arrivé. Patient, mince, fantôme plus lourd. Il a pensé au choix qu'il avait fait de rester petit, de disparaître. La vérité qu'il comprenait maintenant était plus simple. La paix n'était pas un endroit où l'on se cachait. C'était quelque chose que l'on gardait avec attention, avec des limites, avec le courage de dire non quand cela importait. Rex a remué et a pressé sa tête contre la jambe de Michael, solide et chaude. Michael a posé sa main sur la fourrure cicatrisée et a regardé la clairière à la lumière et les longues ombres qui signifiaient que le jour avançait. Il bougerait avec cela. Parfois, les miracles n'arrivent pas comme le tonnerre. Ils arrivent tranquillement par une loyauté qui refuse de se briser, par un courage qui choisit l'amour plutôt que la peur, et par une protection qui monte à la garde quand personne ne regarde. Dans les moments où la cruauté essaie de parler plus fort que la gentillesse, Dieu répond souvent avec l'endurance, avec la vérité mise en lumière,
et avec des vies préservées contre toute attente. Puisse cette histoire nous rappeler que ce que nous protégeons avec amour, Dieu le renforce avec un but. Dans nos vies quotidiennes, quand nous choisissons la compassion, la patience et l'intégrité, même quand cela nous coûte, nous devenons partie de ce miracle tranquille. Que Dieu bénisse chaque spectateur, garde vos maisons, vos êtres chers et vos fidèles compagnons, et vous donne une paix qui ne dépend pas des circonstances. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Laissez un commentaire avec votre prière ou réflexion et abonnez-vous à la chaîne afin que ces histoires de foi, de courage et de miséricorde puissent atteindre plus de cœurs. Dieu vous bénisse et vous garde.